En 2025, un événement sans précédent secoue le Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois nations longtemps considérées comme enclavées et fragiles, ont officiellement lancé le plus ambitieux projet ferroviaire jamais vu sur le continent africain. Ce n'est pas simplement une construction de rails, c'est une réaffirmation d'identité de pouvoir et surtout une déclaration d'indépendance envers l'ordre mondial tel qu'il existe. Dans une région souvent réduite à des images de pauvreté, de terrorisme ou de dépendance, ce projet redéfinit tout. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, les premières locomotives sont en marche. Et avec elles, un nouveau récit national. Le président Ibrahim Traoré n'a pas attendu l'approbation d'organismes internationaux ni les longues procédures des bailleurs de fonds occidentaux. Il a agi. Le plan a été dessiné localement, les financements mobilisés auprès de banques africaines et de partenaires publics-privés régionaux. Dès les premières annonces, les machines ont commencé à creuser la terre rouge du Sahel. Mais ce projet va bien au-delà du transport. Il s'agit d'un effort stratégique de souveraineté par l'infrastructure. Les anciennes lignes coloniales, jadis conçues pour extraire les ressources vers les ports, au bénéfice des métropoles, sont aujourd'hui modernisées pour relier non pas l'Afrique à l'extérieur, mais l'Afrique à elle-même. Ouagadougou, Bamako, Niamey, une ligne de fer traverse les frontières, défie la logique de l'enclavement et réunit pour la première fois les capitales de ces pays sahéliens dans une même ambition commune. Le projet vise non seulement à accélérer le commerce, à décongestionner les routes vétustes et à dynamiser les échanges régionaux, mais aussi à instaurer une nouvelle géographie économique centrée sur les intérêts africains. Pour les habitants de Dorissi-Kasso ou Zinder, cela signifie un accès plus rapide au marché, aux soins, aux opportunités d'emploi. Ce que le rail transporte, ce n'est pas uniquement du cuivre ou du coton, c'est une promesse de transformation sociale. Ce pari audacieux survient alors, même que les tensions géopolitiques en Afrique de l'Ouest sont à leur comble. La rupture avec la France, les sanctions de la CEDEAO, les changements de régime successifs, autant d'éléments qui ont isolé les États sahéliens sur le plan diplomatique. Mais au lieu de plier, ils ont construit. C'est précisément ce renversement de logique qui fascine autant qu'il dérange. Dans un monde où les grandes puissances continuent de considérer l'Afrique comme une périphérie dépendante, ces trois pays ont renversé la vapeur. Pour la première fois, ils ne sont pas dans une logique de réception d'aide, mais de mise en œuvre autonome. Et cette autonomie symbolisée par chaque mètre de rail posé est une déclaration politique forte. Nous ne sommes plus des sujets passifs de la mondialisation. Nous sommes des bâtisseurs. Les effets concrets ne se sont pas fait attendre. Les aciéries de Bobo Dioulasso tournent à plein régime pour produire les rails. Les ingénieurs burkinabés forment les futurs conducteurs de train, tandis que les jeunes diplômés, souvent au chômage depuis des années, trouvent un emploi stable dans la construction, la logistique ou la maintenance ferroviaire. Au-delà du béton, ce sont des carrières qui se construisent. Mais surtout, ce projet offre une réponse locale à une question universelle: comment un pays peut-il sortir de la pauvreté sans se vendre ? La réponse est ici en reprenant le contrôle de ses infrastructures, en investissant dans des systèmes qui connectent, qui redistribuent, qui unissent. Ce rail n'est pas un produit d'appel pour des investisseurs étrangers, c'est un instrument de planification économique conçu et dirigé localement. La presse internationale commence à s'intéresser au phénomène. Le Monde Afrique évoque une renaissance logistique dans la région. Le New York Times publie un reportage sur la transformation visible de Niamey et de ses environs grâce aux travaux. Même Al Jazeera s'interroge, et si le Sahel montrait enfin une voie alternative au développement, ces questions révèlent un changement de regard. Le Burkina Faso jadis, relégué aux dernières pages des rapports sur l'aide humanitaire, se place désormais au centre des discussions sur la résilience et la souveraineté. Derrière cette révolution silencieuse se cache une stratégie politique lucide. Le président Traoré comprend que la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des armes, mais avec des réseaux, des routes, des flux. En consolidant un corridor ferroviaire stratégique, le Burkina Faso renforce sa position régionale et offre à ses voisins une alternative crédible aux routes commerciales contrôlées par des puissances extérieures. Il ne s'agit plus de mendier des subventions, mais de structurer des échanges équitables entre pays africains. Et la population suit. Dans les rues de Koudougou, les enfants dessinent des trains. À Fadan Gourma, les commerçants s'organisent pour étendre leur marché en prévision de l'arrivée des wagons. Une forme d'excitation nouvelle parcourt les villages, les stations, les routes secondaires. Ce projet touche une corde sensible, l'idée que cette fois-ci, l'Afrique ne construit pas pour les autres, mais pour elle-même. Alors oui, le défi est immense. Oui, les obstacles logistiques, financiers et politiques ne manquent pas. Mais il y a quelque chose d'irréversible dans ce qui se joue ici. Une dynamique s'est enclenchée portée par la foi en une vision panafricaine concrète. Le train ne fait pas que traverser les plaines, il relie des peuples, tisse des espoirs, redéfinit une histoire. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle ère ferroviaire en Afrique de l'Ouest? Le rail peut-il être une réponse durable aux défis du continent?
Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous croyez en un développement conduit par les Africains eux-mêmes. Dans une région marquée par des décennies de conflits d'interventions étrangères, infructueuses et d'insécurité chronique, le choix de miser sur le rail comme outil de stabilité peut sembler à première vue audacieux. Et pourtant, c'est précisément cette audace qui fait la force du projet ferroviaire lancé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, car ici le train n'est pas simplement un moyen de transport, il devient un rempart contre la violence, une passerelle vers la paix et un levier de transformation sociale profonde. Le Sahel est depuis longtemps un territoire où la présence de l'État est faible, voire inexistante. Des régions entières ont été abandonnées, livrées aux groupes armés, au trafic, à la misère. Les populations locales ont perdu confiance dans leurs institutions. Mais là où les blindés ne sont jamais arrivés, là où les convois militaires se sont fait piéger les rails, eux avancent. Et ce simple fait change tout. À Djibo, une localité du nord du Burkina, autrefois classée zone rouge, les premiers rails posés suscitent des scènes inédites. Des jeunes qui, hier encore, étaient à la merci des groupes terroristes, sont aujourd'hui en formation dans des ateliers de soudure, de mécanique ou de conduite ferroviaire. Ce ne sont pas des aides temporaires, ce sont des formations qualifiantes, des débouchés concrets. Le message est clair, vous n'avez plus besoin d'un fusil pour exister. Vous avez un métier. C'est là que réside la force stratégique du projet. Il ne cherche pas à imposer l'ordre par la force, mais à restaurer la cohésion par l'inclusion. Un emploi stable, une paie régulière, un uniforme de travail, une reconnaissance sociale, autant d'éléments que les groupes armés offrent de manière perverse à ceux qu'ils recrutent, mais que l'État sahélien commence à offrir dans une perspective constructive. Et les résultats sont visibles. Selon les données confidentielles du Haut Conseil pour la sécurité burkinabé, les zones touchées par les travaux ferroviaires ont enregistré une baisse de 47% des actes de violence armée au cours des 6 derniers mois. À Terra, au Niger, des chefs de village rapportent que des jeunes partis un temps vers les maquis reviennent aujourd'hui demander un poste sur les chantiers. Ce phénomène ne relève pas d'une simple coïncidence mais d'un basculement structurel. Le rail, en tant qu'infrastructure lourde, implique une logistique quotidienne complexe, matérielle à transporter, maintenance, continue, sécurité des voies-services annexes. Chaque kilomètre de rail posé devient ainsi un axe d'État, un vecteur de présence institutionnelle dans des territoires autrefois considérés comme perdus. Un dépôt ferroviaire, c'est aussi un poste de santé, un point d'accès à l'électricité, un réseau Internet, un marché. C'est la colonne vertébrale d'un État qui se reconstruit. Mais il ne s'agit pas uniquement d'inclusion sociale. Il y a aussi un intérêt tactique. En cas de crise humanitaire, les trains permettent d'acheminer rapidement vivres, médicaments, carburant, personnel médical. Dans une région où les routes sont minées ou impraticables pendant la saison des pluies, c'est un atout vital. Lors des inondations à Mopti, en avril 2025, le premier convoi ferroviaire d'urgence a permis de secourir plus de 18 000 personnes en 3 jours, un record pour une zone longtemps inaccessible. Le président Traoré a d'ailleurs exprimé cette vision dans une déclaration sobre mais percutante. Ce que le fusil détruit en 1 minute, le rail peut le reconstruire pour une génération. Cette philosophie entre en résonance avec d'autres initiatives africaines, comme la stratégie Infrastructure pour la paix de l'Union africaine. Mais ici, ce n'est pas une idée en l'air, c'est un chantier visible, concret, palpable. Dans les villages proches des chantiers, les mentalités évoluent. Les femmes organisent des cantines mobiles pour nourrir les ouvriers. Les anciens, autrefois sceptiques, se réunissent pour sécuriser les rails contre le sabotage. Des groupes de jeunes se forment pour apprendre les bases de l'électrification. Il se passe quelque chose de rare, une mobilisation intergénérationnelle et intercommunautaire autour d'un objectif partagé. Même les partenaires internationaux prennent note. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a récemment alloué une enveloppe de 14 millions de dollars pour soutenir la formation technique dans les zones traversées par la voie. L'Organisation internationale du travail OIT parle d'un modèle unique d'intégration socio-économique en zone de conflit. Et dans les coulisses, plusieurs pays africains étudient la faisabilité de projets similaires. Mais c'est aussi sur le plan psychologique que le projet agit puissamment. Pour la première fois, les populations sahéliennes ne subissent pas le développement, elles y participent. Elles ne voient pas des étrangers débarquer avec des hélicoptères, des moteurs et des briefings, elles voient leurs propres enfants, leurs voisins, leurs amis, poser les rails de leur avenir. Et cela change tout, cela crée un sentiment d'appartenance, cela suscite la fierté. Un contre-discours s'installe ainsi face aux idéologies destructrices qui prospéraient sur le vide laissé par l'État. Là où l'on disait aux jeunes « tu n'as rien à perdre », on leur montre qu'ils ont tout à gagner, un revenu, un métier, un avenir. Là où l'on ne parlait que de guerre, on parle aujourd'hui de planification, de maintenance, de sécurité des passagers. Les observateurs avertis ne s'y trompent pas. Cette stratégie de pacification par la construction
pourrait bien devenir un tournant historique pour la région. Une guerre peut être gagnée par les armes, mais une paix durable se gagne par l'espoir. Et quoi de plus porteur d'espoir qu'un train qui siffle à l'horizon dans une terre que l'on croyait abandonnée dès les premiers kilomètres posés, un changement tangible a commencé à s'opérer dans les économies locales. Ce projet ferroviaire n'est pas simplement un investissement en infrastructure, c'est une dynamo économique qui génère de l'activité, redonne du souffle aux petites entreprises et fait émerger une nouvelle classe d'acteurs économiques. Partout où le rail avance, il laisse dans son sillage un écosystème dynamique de services de commerce et d'emploi. À Bobo-Dioulasso, les ateliers de soudure tournent jour et nuit. À Koudougou, des startups développent des applications de suivi des wagons en temps réel. À Zinder, des artisans se reconvertissent en mécaniciens ferroviaires. Même les marchés traditionnels voient leurs étals s'élargir. L'effet d'entraînement est massif. Ce n'est plus l'État qui injecte des subventions dans une économie malade, c'est l'économie qui reprend vie par elle-même. Prenons l'exemple des petits vendeurs de rue. Là où passent les ouvriers du chantier, les vendeurs ambulants installent leurs étals dès l'aube bouillies de 1000 brochettes de chèvre beignets croustillants. Le midi, les cantines de fortune débordent de travailleurs affamés. Ce qui n'était qu'un commerce de survie devient un revenu structurant. Et ce phénomène ne se limite pas aux grandes villes. Dans les petits hameaux autrefois oubliés, des femmes s'organisent en coopératives pour vendre aux équipes ferroviaires. Le projet relance également des filières industrielles essentielles. Les usines de ciment, les carrières de ballast, les entreprises de signalisation, tous ces secteurs souvent en veille redémarrent. Dans le village de Kaya, des tailleurs de pierre qui vivaient de l'informel sont désormais sous contrat avec des sociétés sous-traitantes. Ils produisent des kilomètres de traverses en béton essentiel pour maintenir les rails. Ces emplois ne sont ni précaires ni ponctuels, ce sont des engagements à long terme. Les PME locales profitent pleinement de cette dynamique. Des entreprises de transport acquièrent de nouveaux camions pour livrer matériaux et machines. Des imprimeurs reçoivent des commandes de documents techniques et de plans. Des fournisseurs informatiques installent des logiciels de gestion de chantier. Même les services de sécurité privée voient leur carnet de commandes exploser. Mais c'est dans le secteur de l'éducation technique que l'impact est peut-être le plus profond. Des centres de formation professionnelle ouvrent leurs portes près des grands axes. À Fadane Gourma, le centre ferroviaire pour jeunes techniciens forme désormais plus de 300 élèves par an. Ils y apprennent l'ingénierie ferroviaire, la maintenance des locomotives, la logistique de fret, mais aussi des compétences transversales comme le management ou la sécurité au travail. Les jeunes, qui auparavant envisageaient l'exil vers l'Europe ou les grandes métropoles africaines, restent désormais sur place, car il y a une perspective, un horizon, une dignité retrouvée. Pour la première fois, le mot « carrière » fait sens au village. Et les familles investissent, les parents économisent pour que leurs enfants suivent de ces formations, les associations locales offrent des bourses, les diasporas envoient des fonds pour soutenir cette vague d'éducation pratique. La Banque mondiale elle-même, dans un rapport confidentiel circulant depuis mai 2025, reconnaît l'exceptionnalité de l'effet multiplicateur du projet ferroviaire du Sahel. Chaque dollar investi générerait, selon leurs estimations, 2,7 $ d'activité économique locale. Un ratio rarement atteint dans les projets d'infrastructures traditionnels. Dans les coulisses, des entrepreneurs burkinabés, maliens et nigériens s'organisent. Des chambres de commerce régionales créent des plateformes numériques pour connecter offres et demandes de services autour du rail. Des incubateurs d'innovation ferroviaire voient le jour à Ouagadougou et Niamey. On y parle de capteurs connectés de plateformes de réservation de fret de maintenance prédictive. L'Afrique ne copie plus, elle innove. Et ce mouvement infuse jusque dans les sphères culturelles. Des artistes peignent des fresques sur les murs des gares en construction, des slameurs célèbrent le rail dans leurs textes, des vidéastes documentent la transformation des villages. Le train devient un symbole, pas celui du passé colonial, mais celui de l'émergence. Il incarne un futur tangible, visible, roulant. Même les commerçants transfrontaliers s'y préparent. À la frontière Mali-Burkina, le poste de Koloko, habituellement engorgé de camions, est en cours de transformation pour accueillir les premières stations de transbordement rail-route. Les douanes locales, souvent lentes et corrompues, sont contraintes de se moderniser sous la pression de ce flux nouveau et organisé. Et ce n'est que le début. Le ministère du Commerce du Burkina Faso prévoit une augmentation de 19% des échanges intra-sahéliens d'ici 2027 grâce à la ligne. Les producteurs agricoles du sud du Niger pourront enfin expédier leurs récoltes sans perte. Les exploitants miniers du Mali trouveront des débouchés plus rapides vers les ports. Et les artisans du Faso verront leur création voyager jusqu'à Bamako ou Niamey en quelques heures. Cette transformation structurelle s'accompagne d'une mutation psychologique. On ne parle plus de pauvreté, on parle d'opportunité, on ne parle plus de dépendance, on parle de stratégie. Et cette stratégie repose sur un fondement simple, faire circuler les richesses, non pas vers l'extérieur, mais entre Africains. Ce que le rail incarne ici, ce n'est pas un miracle économique imposé d'en haut.
C'est une réponse construite d'en bas. Et cette réponse est en train de produire ce que des décennies de programmes d'ajustement n'ont jamais réussi à obtenir: un développement endogène enraciné durable. L'une des particularités les plus frappantes du projet ferroviaire sahélien réside dans son modèle de financement. Contrairement aux grands projets du passé, souvent dépendants d'aides extérieures ou dictés par les priorités d'institutions financières internationales, celui-ci est porté financé et gouverné par les pays eux-mêmes. Et c'est là que se joue une révolution silencieuse mais décisive, l'affirmation d'une souveraineté économique africaine. Le Burkina Faso, suivi de près par le Mali et le Niger, a fait le choix délibéré de ne pas s'en remettre aux bailleurs traditionnels comme la Banque mondiale, le FMI ou même la Chine, désormais omniprésente dans les infrastructures du continent. À la place, les autorités ont sollicité la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque sahélienne pour l'investissement et le commerce BSIC, ainsi que plusieurs fonds souverains africains, notamment celui du Nigeria et de l'Algérie. Des levées de fonds participatifs ont même été lancées localement, permettant à des citoyens de souscrire à des parts symboliques du projet ferroviaire. Ce choix n'est pas seulement économique, il est profondément politique. Il signifie « nous savons ce que nous voulons, nous savons comment y parvenir et nous n'avons plus besoin d'être téléguidés ». Ce type d'autonomie dans la conception et la réalisation d'un projet d'une telle ampleur est rare en Afrique et encore plus dans une région aussi fragilisée que le Sahel. La structure du financement repose sur une combinaison de contributions publiques, de partenariats public-privé PPP et de mobilisation communautaire. Chaque pays partenaire prend en charge une portion spécifique de la ligne avec ses propres entreprises, ses ouvriers, ses ressources. Cela garantit une répartition équitable des retombées économiques et évite les déséquilibres géopolitiques souvent engendrés par les financements unilatéraux. L'État burkinabé, par exemple, a attribué la construction de la portion Ouagadougou-Fada à un groupement d'entreprises locales. Le matériel roulant, au lieu d'être importé d'Asie, est assemblé à Bobo-Dioulasso dans un atelier cofinancé par le gouvernement et des investisseurs ivoiriens. Cette relocalisation industrielle crée de la valeur ajoutée sur place et pas à l'étranger. Ce mode de financement par nous pour nous a des effets immédiats sur la chaîne de décision. Fini les appels d'offres, rédigés en jargon technocratique par des consultants étrangers. Désormais, les choix stratégiques du tracé des lignes à la sélection des matériaux sont débattus dans les capitales africaines par des experts locaux en tenant compte des réalités du terrain. Cela permet d'éviter les projets absurdes surdimensionnés ou inutiles qui ont parfois plombé les finances de pays entiers. L'autre avantage de cette autonomie est la liberté de fixer des conditions sociales fortes. Ainsi, les trois pays ont signé une charte commune imposant que 80% de la main-d'œuvre utilisée pour les chantiers soit locale. Les salaires sont indexés sur un barème régional et des primes d'installation sont versées aux ouvriers dans les zones rurales. Résultat, l'argent du projet reste sur le territoire, alimente l'économie domestique et ne fuit pas vers des comptes offshore. Des observateurs internationaux, d'abord sceptiques, commencent à reconsidérer leur position. Le think tank African Center for Infrastructure Policy ACIP, basé à Accra, estime que ce projet constitue un exemple pionnier de financement africain d'infrastructures stratégiques avec un haut niveau d'appropriation locale. Même la Banque africaine de développement, initialement frileuse, a discrètement proposé d'accompagner les extensions futures vers le Togo ou le Bénin. Mais le plus grand gain n'est peut-être pas économique, il est psychologique. Pour la première fois, les peuples du Sahel sentent que leur avenir ne dépend pas des fluctuations de la bourse de New York ni des négociations opaques à Bruxelles. Il dépend de leur propre capacité à s'organiser, à planifier, à exécuter. Et cette confiance nouvelle se traduit dans les discours publics, dans les écoles, dans les médias. Sur les ondes de la radio nationale burkinabé, on entend des émissions qui expliquent comment fonctionne un partenariat public-privé. À Niamey, des étudiants en économie rédigent des mémoires sur les modèles de financement souverain. À Bamako, des forums citoyens réunissent agriculteurs, transporteurs et commerçants pour discuter des futures stations à construire. Ce processus d'appropriation est d'autant plus crucial qu'il protège le projet des pressions extérieures. En ne dépendant pas d'un seul créancier, le Burkina Faso et ses partenaires peuvent garder le contrôle sur les tarifs ferroviaires, les priorités de fret ou encore les horaires de desserte. Ils peuvent décider par exemple de favoriser les produits agricoles locaux plutôt que les exportations minières, un choix impossible dans les schémas de financement dominés par l'extérieur. Enfin, il faut noter l'effet d'entraînement régional. Inspiré par le modèle sahélien, d'autres pays envisagent de suivre cette voie. Le Ghana explore une extension de son réseau en partenariat avec le Togo sur financement local. La RDC discute avec l'Angola d'un corridor minier basé sur un montage similaire. L'idée fait son chemin et si l'Afrique arrêtait de tendre la main pour construire elle-même les ponts et les rails de son avenir, au cœur de ce renouveau, la souveraineté économique prend une forme concrète. Elle n'est plus un slogan,
Elle est une réalité tangible, mesurable, en kilomètres de rails, en emplois créés, en marchandises transportées. Et cette réalité redonne à l'Afrique ce qui lui a trop longtemps manqué, le pouvoir de choisir. Ce projet ferroviaire, aussi massif qu'ambitieux, n'est pas uniquement un chantier technique ou économique. Il est fondamentalement un acte géopolitique de premier ordre. En unissant trois États sahéliens historiquement marginalisés, Burkina Faso, Mali et Niger, autour d'une infrastructure stratégique, le rail devient une ligne de fracture et de rupture. Rupture avec les anciennes alliances, les dépendances héritées, les modèles imposés depuis l'extérieur. Ce n'est plus simplement une route de commerce, c'est un vecteur d'émancipation diplomatique. En choisissant de coopérer directement en dehors des structures traditionnelles comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou de la tutelle française, les trois pays affirment une nouvelle doctrine, l'autonomie régionale sans interférence. Ils revendiquent une intégration entre pairs, africains, fondée sur des intérêts mutuels et non plus sur des injonctions extérieures. Cette posture s'est notamment affirmée après le retrait des trois États de la CEDEAO en janvier 2024. Au lieu de sombrer dans l'isolement, ils ont choisi de former l'Alliance des États du Sahel AES, une union politique et économique qui prend désormais forme concrète à travers le rail. Et c'est là que la géopolitique bascule, ce que certains considéraient comme une rébellion politique devient une stratégie régionale crédible. À Bruxelles, à Paris, à Washington, les chancelleries observent avec une inquiétude croissante cette consolidation sahélienne, car elle remet en cause des décennies de présence politique, militaire, culturelle. Le modèle du partenariat asymétrique où les aides extérieures dictèrent les conditions de développement vacille. Le président Macron, dans un discours devant les ambassadeurs français en avril 2025, a reconnu un recul d'influence préoccupant dans le Sahel. Mais il est déjà trop tard. Le terrain est occupé non par d'autres puissances, mais par les populations elles-mêmes, leurs gouvernements, leurs entrepreneurs. Le symbole est fort, là où l'on attendait l'aide de l'Union européenne, les bulldozers africains sont arrivés les premiers. Là où la Chine bâtit des infrastructures avec ses propres ouvriers, ici ce sont des mains africaines qui posent chaque rail. C'est une rupture avec le schéma classique du développement dépendant, mais aussi avec la logique des rivalités extérieures. Car dans cette affaire, ni Pékin, ni Moscou, ni Washington ne sont aux commandes. Et cela change tout. Le projet ne fait pas partie d'un agenda de soft power étranger, il est enraciné localement dans une volonté politique souveraine. En ce sens, il constitue une première en Afrique postcoloniale, une infrastructure stratégique transfrontalière construite sans dépendance à une puissance tutélaire. Ce rééquilibrage est également culturel. Dans les discours des leaders sahéliens, on entend désormais des références à Thomas Sankara, Cher, Anta Diop, Patrice Lumumba. Ce n'est pas un hasard. Le projet ferroviaire est perçu comme une continuation concrète des luttes panafricaines. Pas par les armes, mais par la logistique. Pas par la rhétorique, mais par la planification. Cette révolution silencieuse se propage. Le Ghana et le Togo explorent une jonction ferroviaire avec le Burkina. La Côte d'Ivoire, malgré ses désaccords politiques avec l'AES, a entamé des discussions pour permettre un accès préférentiel au port d'Abidjan. Même l'Algérie envisage de financer une connexion Nord-Sahel qui relierait le rail sahélien au réseau méditerranéen. Autrement dit, le projet devient une matrice de recomposition régionale. Et ce n'est pas sans conséquence pour les anciennes puissances tutélaires. La France, historiquement implantée dans la région, voit son influence s'effriter. Les bases militaires ferment. Les coopérations techniques s'amenuisent. Les ONG, autrefois omniprésentes, sont confrontées à une légitimation croissante des structures locales. Le retrait est progressif mais net. Dans ce contexte, le rôle du président Ibrahim Traoré prend une ampleur régionale. Discret sur la scène internationale, mais inflexible sur ses priorités, il s'impose comme un leader charismatique d'un nouveau genre. Ni populiste, ni technocrate, mais stratège. Il ne cherche pas à séduire l'Occident, il parle à ses voisins, mobilise sa population, trace une voie africaine. Et cela fonctionne. Des mouvements sociaux de jeunesse dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Cameroun, en RDC et en Guinée, citent désormais le modèle Traoré comme source d'inspiration. Ils ne réclament plus des réformes institutionnelles venues d'en haut, mais des projets concrets, visibles, participatifs. Et le rail est devenu leur symbole. Les forums panafricains, longtemps dominés par les élites anglophones ou francophones de la diaspora, s'ouvrent à de nouveaux acteurs. Des ingénieurs burkinabés y présentent des plans d'expansion. Des startups nigériennes y montrent des solutions numériques pour le transport. La géopolitique n'est plus réservée aux ministres et aux ambassadeurs, elle devient un terrain citoyen. En somme, ce que réalise le projet ferroviaire sahélien, c'est un renversement des rapports de force. Il redonne au Sahel une centralité géopolitique qu'on ne lui reconnaissait plus. Il transforme des frontières en ponts, des enclaves, en corridors, des zones grises, en nœuds logistiques. Il ne nie pas les conflits, il les dépasse par la construction, la coopération, la continuité.
Et dans un monde où les tensions géopolitiques s'exacerbent, où les grandes puissances instrumentalisent les fragilités africaines à leur fin, ce projet trace une autre voie, celle de la souveraineté, partagée de l'unité régionale et de la puissance par l'action collective, sans armes, sans chaînes, sans tuteur. Dans les villes, dans les villages, sur les plateaux brûlants du Sahel, quelque chose d'intangible est en train de naître. Ce n'est pas seulement un train, ce ne sont pas seulement des rails. C'est une énergie, une nouvelle manière de se voir et de se dire. Le projet ferroviaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne transporte pas uniquement des marchandises, il transporte de la fierté. Et cette fierté longtemps réprimée prend aujourd'hui une forme concrète, celle d'un peuple qui construit ensemble. Pendant des décennies, l'Afrique de l'Ouest a été associée à l'attente, attendre les aides, attendre les ONG, attendre les discours. Aujourd'hui, le temps de l'attente est terminé. Partout, des citoyens, des ouvriers, des ingénieurs, des commerçants prennent leur avenir en main. Les enfants qui jouent là près des chantiers voient les locomotives passer et disent « c'est nous qui avons fait ça ». Ce « nous » change tout. Dans les écoles, les instituteurs utilisent le projet comme exemple en mathématiques, en géographie, en histoire contemporaine. Dans les marchés, les discussions tournent autour des prochaines extensions des horaires des convois. Dans les radios locales, les animateurs lancent des débats. Que faire pour que notre ville devienne une halte ferroviaire stratégique? Le train est devenu le fil rouge d'un nouveau récit collectif. Ce sentiment d'appartenance, cette émotion partagée sont les ingrédients fondamentaux d'un renouveau national. Là où les discours politiques échouaient à mobiliser les marteaux-piqueurs, les soudeuses et les locomotives réussissent, parce qu'ils parlent le langage du concret, du quotidien, de l'action visible. Chaque station qui sort de terre est un acte de foi. Chaque tronçon terminé est une victoire. Les plus sceptiques avaient prédit l'échec. Trop cher, trop risqué, trop ambitieux. Et pourtant, le projet avance. À la surprise générale, les délais sont tenus, les budgets respectés. Et même les opposants politiques les plus virulents sont contraints d'admettre c'est peut-être la première fois qu'on voit une telle discipline dans un projet d'État. Dans les régions historiquement marginalisées comme le nord du Burkina ou le nord-est du Mali, ce projet est perçu comme une réconciliation. Non pas celle des commissions de vérité, mais celle du chantier, du travail, de l'investissement concret. Pour la première fois, des localités entières sentent qu'elles comptent, qu'elles font partie d'un tout. Elles ne sont plus des points oubliés sur une carte, elles deviennent des carrefours. Et l'impact ne s'arrête pas aux frontières. Les pays voisins observent. Des délégations sénégalaises, togolaises, tchadiennes viennent visiter les chantiers. Elles interrogent, elles notent, elles rêvent. Un responsable guinéen a déclaré récemment « Ce qu'ils font au Burkina, ce n'est pas juste du béton, c'est de la souveraineté en action. » Ce type de reconnaissance sud-sud est rare et précieuse. Mais surtout, la fierté ressentie n'est pas fondée sur une illusion. Elle est basée sur une réalité mesurable. Chaque emploi créé, chaque tonnage transporté, chaque village connecté. Cette accumulation de faits tangibles constitue le socle d'une confiance nouvelle, confiance en l'État, confiance en la communauté, confiance en soi. Ce n'est pas un hasard si les diasporas africaines commencent à s'y intéresser. À Paris, à Montréal, à Abidjan, des collectifs de Burkinabés de l'étranger s'organisent pour investir, pour revenir, pour contribuer. On voit naître des fonds de solidarité ferroviaire lancés par des expatriés. Des campagnes de financement participatif appuient la construction de gares secondaires. La dynamique est contagieuse. Et dans cette dynamique, les artistes jouent d'un rôle central. À Ouagadougou, un collectif de graffeurs a couvert les palissades du chantier principal de fresques, célébrant l'unité et la force. À Bamako, une comédie musicale sur le rail sahélien fait salle comble. Des documentaires circulent sur WhatsApp, sur YouTube, montrant les coulisses des chantiers, les visages des ouvriers, les histoires des familles impactées. Ces récits visuels, sonores, narratifs forgent une mémoire collective. Une mémoire qui ne parle plus de colonisation, de soumission, de dépendance, mais de dignité, de sueur, de courage. Une mémoire fière. Et cette mémoire, comme les rails, ne s'effacera pas. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Des défis persistent, retard, dans certaines zones, problèmes de coordination, enjeux de maintenance. Mais ces défis ne sont plus perçus comme des fatalités. Ils sont vécus comme des étapes d'un processus que l'on maîtrise. Et c'est là le plus grand changement, le sentiment de maîtrise. Pour la première fois, les citoyens africains ne regardent pas un projet passé. Ils le vivent, ils y participent, ils le portent. Alors que nous dit ce rail, qu'il ne s'agit pas seulement de transporter des marchandises, mais de faire circuler des idées, des émotions, des ambitions. Qu'il ne relie pas seulement des villes, mais des destins. Qu'il n'incarne pas seulement un progrès matériel, mais une renaissance culturelle et politique. Dans les gares, qui s'élèvent dans les ateliers, qui bourdonnent dans les regards des jeunes qui apprennent un métier, il y a quelque chose de profondément nouveau, la conscience que l'Afrique n'a pas besoin d'être développée par les autres. Elle peut elle-même se développer. Et ce développement ne passe pas forcément par les grandes conférences ou les discours fleuris. Il passe parfois par une simple voie ferrée, posée avec conviction.
Ce rail, c'est le trait d'union entre le passé douloureux et l'avenir désirable, entre la résignation d'hier et la détermination d'aujourd'hui, entre les doutes d'hier et la confiance de demain. Et cette confiance, une fois enracinée, est inarrêtable.